C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la riposte face à Ebola en République démocratique du Congo. Le virus touche différentes zones de l'est du pays. Les prélèvements arrivent à Kinshasa et le matériel part de la capitale vers les régions concernées. À Goma, une campagne de prévention se met en place progressivement. Reportage de nos équipes dans un instant. Au Bénin, alors que le président élu Romuald Wadani va bientôt prendre officiellement ses fonctions le 24 mai prochain, le paysage politique est en train de se transformer profondément. Certains partis de l'opposition vont rejoindre le clan présidentiel. On fait le point dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, on part à Lagos au Nigeria où de jeunes musiciens bénéficient de cours dirigés par la star de l'afrobeat Tiwa Savage. Objectif, l'émergence de nouveaux talents, le tout avec la collaboration d'une école américaine. Les détails à suivre. Le protocole pour lutter contre Ebola se met en place en République démocratique du Congo. L'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, est sur le qui-vive. Les prélèvements des personnes présentant les symptômes arrivent de l'est du pays. Dans la capitale s'organise également le départ du matériel médical vers les zones affectées. Reportage à Kinshasa et à Goma d'Aurélie Bazara Kibangula et de Fidel Kati. Mégaphone en main, cet acteur communautaire parcourt les quartiers de Goma pour sensibiliser la population sur les gestes barrières contre Ebola. La ville est en état d'alerte. Un premier cas positif à Ebola y a déjà été enregistré. Avec 2 millions d'habitants, l'urgence est d'éviter toute propagation du virus. Dans cette université, la prise de température et le lavage des mains est désormais obligatoire. Il faut qu'il y ait l'application des mesures barrières, étant donné que l'épidémie en soi n'a pas encore de vaccin. Alors si on n'arrive pas à appliquer les mesures barrières, ça veut dire que plusieurs couches, plusieurs populations risquent de mourir. La traque contre Ebola se mène aussi à plus de 2000 km de là, dans ce laboratoire de Kinshasa. Chaque jour arrivent de l'est du pays ces tubes. Ils contiennent des prélèvements testés positifs à Ebola. Là, nous avons des échantillons, donc on a 6 positifs. Depuis plusieurs semaines, les chercheurs font des séquençages, une étape cruciale pour retracer l'origine de l'épidémie et tenter de rompre les chaînes de transmission du virus. Le séquençage va nous permettre, au-delà du fait de comprendre l'origine de l'épidémie, et aussi de relier les différents patients. Comment est-ce qu'ils se sont contaminés entre eux? Est-ce qu'il y a eu contact direct ou bien il y a des cas que nous avons manqués? En attendant, la riposte s'organise. Dans cet entrepôt, des équipes humanitaires préparent l'acheminement de matériel médical vers l'est du pays. On est ici en cours de préparation pour le fret qui partira demain. Il y a un fret qui repartira ultérieurement. Donc demain, on a 8 tonnes de matériel, de médicaments et d'infrastructures temporaires. Donc voilà, on a toutes nos équipes qui sont ici en cours de préparation. Dans les cartons, masques, combinaisons de protection et médicaments. Du matériel qui devrait arriver en moins de 24 heures en Ituri, épicentre de cette nouvelle flambée d'Ebola en République démocratique du Congo. Et puis sachez qu'à Rwampara, à une dizaine de kilomètres de Bunia, des proches d'un malade décédé d'Ebola ont mis le feu aux tentes du centre de traitement après le refus des équipes médicales de leur remettre le corps du défunt. Pour rappel, les corps des patients morts d'Ebola sont contagieux et les funérailles doivent se dérouler dans le respect des règles sanitaires. Au Bénin, le président Romuald Wadani prendra officiellement ses fonctions le 24 mai prochain dans un paysage politique profondément transformé. Le 24 mai prochain, donc, le FCBE va quitter l'opposition pour rejoindre le camp du nouveau président. On fait le point à Cotonou avec notre correspondante Emmanuelle Sochi. Écoutez, c'est dans un paysage politique qui n'a plus grand-chose à voir avec celui d'il y a 10 ans que le nouveau président Romuald Wadani prendra officiellement ses fonctions le 24 mai.
Vous savez, en 2016, quand Patrice Talon est arrivé au pouvoir, eh bien, le Bénin comptait plus de 200 partis politiques. Depuis, il y a eu les réformes du système partisan, des réformes qui ont profondément resserré le jeu. Et 10 ans plus tard, il ne reste plus qu'une dizaine de partis. Alors, autre changement, eh bien, c'est l'affaiblissement de l'opposition. Le parti Les Démocrates n'a plus d'élus. Et quant au parti dit de l'opposition modérée, FCBE, qui était face au camp présidentiel lors du scrutin d'avril, eh bien, il a rejoint la majorité présidentielle peu après le scrutin. Ne sommes plus dans l'opposition. C'est aussi simple que ça. Ça ne devrait même pas surprendre. Parce que bien avant les élections générales, le parti FCDE avait annoncé que, quoi qu'il en soit, nous allions travailler avec la mouvance. Avec ce ralliement, eh bien, les démocrates se retrouvent bien seuls dans l'opposition. Le parti est en plus très affaibli parce que vous avez plusieurs figures importantes qui ont quitté la formation avant la présidentielle. Mais malgré cela, eh bien, ceux qui restent veulent continuer à faire entendre leur voix. Que tous les partis, d'accord, s'allient à la mouvance, on n'est plus en démocratie à mon sens. Ne serait-ce que pour l'image du pays, pour donner une certaine décence à ce qui nous reste, que nous appelons démocratie. Il est important qu'une opposition existe. Reste maintenant la trêve politique qu'impose la nouvelle constitution. Alors officiellement, le débat n'est pas interdit. L'opposition peut contester à condition de proposer des alternatives sans appeler au blocage des institutions. Alors dans les prochains mois, eh bien, on verra comment les irréductibles de l'opposition parviendront à faire entendre leur voix. Fin du suspense au Sénégal. Les fans de football ont enfin la liste des joueurs qui vont disputer la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur Pape Thiaw l'a dévoilé ce jeudi. Un groupe largement dans la continuité de la CAN 2025, avec tout de même quelques surprises et des absences de taille. Les précisions à Dakar d'Elimandao. Il sera bien du voyage pour les États-Unis, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de football, Kalidou Koulibaly, qui souffre pourtant d'une blessure depuis maintenant plusieurs semaines. Sa présence à la Coupe du Monde a suscité de nombreuses interrogations, mais il a bien été retenu par le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw. La surprise de cette liste est la présence du jeune joueur de 18 ans du Bayern Munich, Bara Sapoko Ndiaye, qui a découvert tout simplement le haut niveau cette saison dans le championnat allemand de football. Des absences de taille à noter dans cette liste, celle de Habib Diallo et de Boulaye Dia, deux attaquants de l'équipe du Sénégal qui ont participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Autre absence qui a suscité la polémique après la publication de cette liste, celle de Malang Sarr, qui n'a pourtant jamais porté les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal de football, mais auteur d'une belle saison avec le RC Lens en Ligue 1. Il n'a pas été finalement retenu par le sélectionneur sénégalais. Pape Thiaw a noté que Sadio Mané, qui a raté la dernière Coupe du Monde au Qatar, sera bien du rendez-vous nord-américain pour ce qui sera sa deuxième Coupe du Monde. Après la publication de cette liste, l'équipe du Sénégal va s'envoler pour les États-Unis le 27 mai. Et le premier match dans cette Coupe du Monde qui se profile à l'horizon et qui est très attendu, ce sera le 16 juin face à l'équipe de France. Au Cap, un projet de construction de 2 nouveaux data centers géants suscite l'inquiétude des communautés locales. Une plainte récemment déposée par 2 ONG dénonce le manque de transparence du projet, notamment en termes de consommation en eau et en électricité. Laurent Berstecher. Dans les rues inondées du township de Gougouletou en bordure du Cap, les habitants sont quotidiennement confrontés à des pénuries d'eau potable et d'électricité. Des conditions de vie difficiles qui pourraient encore se détériorer avec la construction programmée de 2 immenses data centers à quelques kilomètres à peine. Tout est inondé, mais personne ne fait rien pour nous. Et maintenant, ils veulent prendre notre électricité. Je pense que ce projet va avoir un impact négatif pour nous. Les data centers où sont stockées les données numériques sont connus pour leur importante consommation en eau et en électricité. Selon une plainte récemment déposée par une ONG britannique et une association sud-africaine, la construction de ces 2 nouveaux centres aurait été approuvée sans étude préalable sur leur impact social et environnemental. La proposition ne contient aucune information concrète sur la consommation d'eau, les émissions ou le coût énergétique. Rien sur les générateurs au diesel, la pollution de l'air ou la pollution sonore.
Au-delà du manque de transparence, la plainte dénonce également l'absence de consultation avec les communautés locales. Il faut qu'il y ait consultation pour pouvoir expliquer ce qui se passe à ces communautés, notamment au niveau des besoins énergétiques de ces data centers. Le gouvernement sud-africain a récemment annoncé une augmentation des investissements dans l'infrastructure digitale. Mais la société civile s'inquiète que le développement de ce secteur ne se fasse au détriment des plus démunis. On se quitte en musique direction Lagos au Nigeria où de jeunes musiciens bénéficient de cours dirigés par la star de l'Afrobeat, Tiwa Savage. Ces formations sont dispensées dans le cadre d'une initiative lancée par la chanteuse nigériane en partenariat avec une prestigieuse école américaine avec l'ambition de faire émerger les talents et les stars de demain. Clémence Valère. Ces jeunes musiciens du conservatoire de Mousson à Lagos perfectionnent leur technique. Des cours assurés par des professeurs de l'école américaine Berkeley dans le cadre d'un partenariat lancé par la star nigériane d'Afrobeat, Tiwa Savage. J'apprends déjà beaucoup et j'espère profiter de chaque minute pour acquérir un maximum de connaissances. C'est passionnant, spontané et stimulant. Cette expérience est très enrichissante. Une centaine de musiciens ont été sélectionnés sur 2000 candidatures pour participer à ces leçons. Au programme, ateliers de pratique instrumentale, cours de chant et masterclass sur les rouages de l'industrie musicale. Objectif, connecter les talents africains aux grandes institutions internationales et leur offrir de nouvelles opportunités. Le problème n'est pas le manque de talent ou de dons, mais l'accès à l'éducation et plus particulièrement à l'éducation musicale. Ils ont déjà le talent. Il s'agit simplement de leur donner les moyens de rivaliser sur le marché mondial et non sur le marché national. La formation ne se limite pas aux artistes-interprètes. Le programme entend aussi développer toute la chaîne de production musicale, producteurs, beatmakers, auteurs-compositeurs et ingénieurs son. Une stratégie pensée pour renforcer durablement l'industrie musicale africaine. Je prie pour que l'un des bénéficiaires de cette fondation devienne le prochain Michael Jackson, le prochain grand artiste, producteur ou auteur-compositeur. À l'issue des ateliers, 18 étudiants ont reçu des bourses d'études pour Berkeley, d'un montant total de plus de 2 millions de dollars. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Boussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.